Non, éloignez-vous de mon fils, gronde Antoine Duval, le milliardaire de 50 ans, en repoussant d'un geste sec la main tendue de Fatou Ndiaye. Sa voix tranche l'air comme un coup de fouet, couvrant les cris gutturaux de Louis, son garçon de 9 ans, qui se balance violemment sur sa chaise, les poings serrés contre ses tempes. Antoine, costume impeccablement taillé mais froissé aux épaules par l'effort, attrape le bras de son fils pour le stabiliser, ses doigts tremblant légèrement sous la pression. Fatou, la serveuse de 35 ans originaire du Sénégal, aux dreadlocks serrés en chignon net, recule d'un pas, mais ses yeux sombres restent fixés sur Louis. Elle serre discrètement le torchon dans sa main droite, un geste qu'elle répète souvent pour canaliser sa frustration face aux clients hostiles. « Monsieur, je vois qu'il est en surcharge sensorielle. Laissez-moi juste baisser la musique et lui apporter un tissu frais pour apaiser. »« Je n'ai pas besoin de votre intervention !» coupe Antoine, sa mâchoire se crispant, un tic qui trahit son mépris enfoui. Il balaie l'air d'une main, comme pour chasser une mouche importune, ignorant les murmures croissants des autres clients, autour, des regards accusateurs qui pèsent sur Louis, dont les hurlements montent en crescendo, faisant vibrer les verres sur les tables voisines. Fatou sent la brûlure de l'humiliation monter à ses joues, mais elle insiste, sa voix ferme et mesurée, forgée par des années, à aider son frère autiste au Sénégal. Votre fils a besoin d'aide immédiate. Les sons ici le submergent. Permettez-moi. Permettez-vous? Vous? Une simple serveuse qui se prend pour une experte. Ricane Antoine, ses yeux plissés en une fente de dédain, l'accentuant sur sa peau noire comme s'il s'agissait d'une barrière insurmontable. Il se penche en avant, écrasant presque le menu sous son poing pour bloquer le chemin vers Louis. Le garçon, maintenant rouge écarlate, frappe du pied contre le sol carrelé, un rythme frénétique qui résonne comme un appel au secours ignoré. Fatou sent ses ongles s'enfoncer dans le torchon, une digue contre la vague de colère qui monte en elle, non pour l'insulte raciale qu'elle a entendue tant de fois en France, mais pour l'enfant qui souffre sous les yeux de tous. Je ne suis pas une experte, monsieur Duval, mais j'ai vu cela avant. Laissez-moi au moins lui donner ceci. Elle sort de sa poche un petit sachet de texture variée, un outil improvisé qu'elle porte toujours, le tendant avec une détermination calme. Antoine bondit presque de sa chaise, sa voix montant d'un ton. « Reculez, vous n'avez pas le droit de toucher à mon fils. Allez servir ailleurs, c'est votre place. » Les mots claquant, amplifiés par les échos des cris de Louis, qui maintenant se couvre les oreilles, son corps se contorsionnant en une danse de douleur pure. Fatou s'immobilise, le cœur battant, sentant les regards des clients se tourner vers elle comme des lames. Elle range le sachet, mais ses doigts tremblent imperceptiblement, un signe de sa résolution brisée momentanément. Antoine, haletant, tire Louis vers lui, mais le garçon résiste, ses cris perçant l'atmosphère tendue. Les autres dîneurs murmurent plus fort, leurs fourchettes tintant avec agacement, transformant la scène en un tribunal public. Fatou, refusant de céder complètement, signale discrètement à un collègue de baisser le volume ambiant, un acte de rébellion muette contre l'injustice qui se déroule sous ses yeux. Antoine, sentant la pression monter, attrape son manteau d'un geste brusque. « Nous partons, et vous, restez à votre poste. » Il traîne Louis vers la sortie, le garçon trébuchant, ses pleurs étouffés par la main paternelle. Fatou les suit du regard, ses lèvres pincées, en une ligne fine, sachant que ce refus n'est pas seulement personnel, c'est une barrière érigée par le préjugé, laissant l'enfant souffrir inutilement. Fatou sent le sang pulser dans ses tempes, mais elle ravale sa riposte, ses doigts se crispant sur le bord de son tablier. Un réflexe pour ancrer sa patience face aux clients comme Antoine. Au lieu de reculer complètement, elle pivote légèrement, jetant un regard discret vers le bar,
et fait un signe bref à son collègue. Baissez le volume de la musique jazz qui grésille dans l'air. Le son diminue imperceptiblement, un filet d'air frais dans l'atmosphère étouffante, mais suffisant pour que les cris de Louis perdent un peu de leur acuité, comme si le monde se contractait autour de lui. Antoine, les veines saillantes taguées sur son cou, serre Louis contre lui, ses bras formant une barrière protectrice qui tremble sous l'effort. Le garçon continue de se débattre, ses ongles griffant l'air, mais Antoine murmure à son oreille. « Calme-toi, mon fils, on va partir. » Ces mots sont un bouclier fragile, masquant sa propre impuissance. Ce géant de la tech, habitué à commander des empires numériques, réduit à un père désarmé par un hurlement primal. Il lance un dernier regard à Fatou, ses lèvres se tordant en un rictus. Un jour, vous comprendrez que tout le monde n'a pas besoin d'aide de gens comme vous. La phrase siffle comme une flèche empoisonnée, chargée de ce préjugé qu'il n'avoue pas, mais qui plane, lourd, entre eux. Fatou ne bronche pas, ses épaules de droite comme une armure, forgée dans les Russes de Dakar et les quartiers immigrés de Paris. Elle sait que répondre aggraverait tout. Elle a vu trop de scènes où sa peau devient le vrai crime aux yeux des puissants. Au lieu de cela, elle s'avance d'un pas mesuré vers une table voisine, feignant de ramasser un verre. Mais en réalité, elle murmure à un couple agacé. « Pardon pour le bruit, on gère ça discrètement. » Ces mots apaisent juste assez pour que les murmures hostiles s'estompent. Un filet de calme qu'elle tisse en secret. Louis, sentant peut-être le changement subtil dans l'air, ralentit ses balancements, ses poings se desserrant légèrement. Un sursis fugace que Fatou attribue à son intervention muette. Antoine, sentant la défaite monter, attrape le bras de Louis avec plus de fermeté, le tirant vers la sortie. Le garçon trébuche, ses pieds raclant le sol, mais Antoine le soulève presque, son corps massif plié en deux pour protéger son fils des regards perçants. « On s'en va, c'est mieux comme ça », grogne-t-il pour lui-même, sa voix craquelée par la honte qui lui noue la gorge. Les clients les suivent des yeux, leurs fourchettes suspendues, un silence accusateur qui pèse comme un verdict. Fatou, de son poste, observe la scène, ses lèvres serrées en une ligne ferme. Non pas de colère, mais de détermination. Elle sait que ce départ n'est pas une victoire pour Antoine. C'est une capitulation face à son propre mur de préjugés, laissant Louis souffrir plus longtemps. Alors qu'ils franchissent Poirty-la-Porte, Louis pousse un dernier cri étouffé, un appel qui résonne dans le vide laissé derrière. Fatou expire lentement, relâchant la tension dans ses épaules, et retourne à son travail, servant un plat avec une précision mécanique. Mais intérieurement, une étincelle s'allume. Elle ne lâchera pas si facilement. Son expérience avec son frère au Sénégal lui a appris que la dignité se gagne en actes, pas en mots. Antoine, dehors, sent un pincement au cœur en voyant Louis se calmer légèrement sous la brise nocturne. Un calme qu'il sait devoir en partie à cette femme qu'il a repoussée. Ses pas ralentissent, un doute s'insinuant comme une fissure dans son armure d'arrogance. Antoine pousse la porte du restaurant, le poids de Louis dans ses bras comme un fardeau vivant, ses muscles tendus à craquer. Dehors, l'air frais de Paris frappe son visage, mais c'est le calme relatif de Louis qui le percute en premier. Le garçon halète encore, mais ses poings se desserrent, ses épaules s'affaissent légèrement, comme si l'absence de bruit ambiant avait percé une brèche dans son chaos intérieur. Antoine s'arrête net sur le trottoir, ses chaussures siriquées grinçant contre le pavé, et jette un regard en arrière, à travers la vitre. Fatou, là-bas, s'active déjà auprès d'une autre table, une famille avec un enfant agité, peut-être 7 ans, qui gigote nerveusement. Elle s'accroupit à son niveau, sans envahir l'espace, et tend un napkin plié en forme de bateau. Un geste simple, mais précis, qui capte l'attention du gamin. L'enfant touche le tissu, ses mouvements ralentissent,
Un sourire timide émerge sur son visage rougi. Antoine sent un nœud se former dans sa gorge, ses doigts se crispant sur la veste de Louis. Un tic qui révèle son malaise croissant. Ce n'est pas un hasard, les ajustements discrets de Fatou, ce volume baissé, ces signaux aux collègues, ont filtré jusqu'à son fils, même à distance. Louis respire plus régulièrement maintenant, ses yeux clignant moins frénétiquement, un apaisement qu'Antoine n'avait pas su provoquer seul. Comment a-t-elle su, murmure-t-il pour lui-même, sa voix rauque trahissant une fissure dans son assurance. Son esprit repasse cette scène, son refus tranchant, ce dédain voilé par le préjugé, qui l'a aveuglé face à une aide réelle. Le milliardaire, maître des algorithmes impitoyables, se sent soudain vulnérable, comme si son empire personnel venait de révéler une faille critique. À l'intérieur, Bernard Leclerc, le gérant de 55 ans, aux tempes grisonnantes et à la cravate impeccablement nouée, observe la sortie depuis le bar, ses mains croisées sur le comptoir, un geste qu'il répète pour masquer son inconfort. Il a tout vu, le rejet d'Antoine, la persistance muette de Fatou, et maintenant, ce calme posthume qui plane. Bernard sentait une chaleur monter à son visage, ses ongles s'enfonçant dans le bois du comptoir, un signe de regret naissant. « J'aurais dû intervenir », pense-t-il, sa mâchoire se serrant. En tant que gérant, il a laissé l'incident dégénérer, priorisant l'harmonie des clients huppés sur l'humanité brute. Fatou passe près de lui, ramassant un plateau avec une efficacité stoïque, et il l'interpelle d'une voix basse. « Fatou, c'était impressionnant ce que tu as fait malgré tout. » Elle hoche la tête, sans sourire, ses dreadlocks balayant légèrement son épaule. Une réponse mesurée qui accentue son remords. Antoine, toujours sur le trottoir, installe Louis dans la voiture garée, le garçon s'apaisant davantage sous la lumière tamisée des réverbères. Mais le doute s'insinue. Cette femme, qu'il a écartée par pur orgueil racial, a su percer où lui a échoué. Ses mains tremblent en bouclant la ceinture, un frisson de honte le traversant, non pas pour sa richesse, mais pour son étroitesse d'esprit. Bernard, de son côté, s'approche de la vitre, observant la voiture s'éloigner, et décide intérieurement. Il ira plus loin, apprendra de Fatou pour ne plus être spectateur. Le regret pulse en lui comme un battement sourd, un premier pas vers une alliance inattendue. Fatou, nettoyant une table, sent une résolution se solidifier. Son acte n'était pas vain. Il a planté une graine dans le chaos. Antoine claque la portière de la voiture, le moteur ronronnant comme un reproche sourd, mais son esprit bouillonne déjà d'un assaut intérieur. « Comment ai-je pu la rejeter comme ça ?» se flagelle-t-il, ses mains agrippant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, un geste qui trahit son tourment croissant. Louis, assis à l'arrière, respire enfin plus calmement, ses paupières lourdes sous l'effet du silence routier. Un répit que Antoine sait devoir à cette serveuse qu'il a chassée. Le doute le ronge comme une lame rouillée. Son préjugé racial, ce mur invisible érigé par des années de privilèges, l'a privé d'une aide vitale pour son fils. Il accélère, les lumières de Paris, défilant en street flou, mais sa résolution se cristallise. Il doit la retrouver, réparer cette fracture qu'il a creusée lui-même. De retour chez lui, dans son bureau au mur tapissé d'écrans éteints, Antoine allume son ordinateur d'un geste fébrile. Ses doigts volent sur le clavier, tapant frénétiquement le nom du restaurant dans la barre de recherche. Les résultats affluent. Avis sur Google, post sur Instagram, un article local sur les initiatives inclusives en restauration. Il clique avidement, ses yeux scannant les images, et là, Fatou apparaît dans une photo de groupe, sourire serein, lors d'un événement caritatif. Centre d'aide aux enfants autistes à Paris, lit-il, son cœur cognant plus fort. Elle est SS et volontaire là-bas, experte en surcharge sensorielle,
formés par des expériences personnelles. Antoine sent une sueur froide perler sur son front. Son rejet n'était pas seulement impoli, il était ignorant, teinté d'un racisme qu'il n'ose nommer. Il note l'adresse du centre, puis celle du restaurant, sa poitrine se serrant sous le poids de la culpabilité, un étau qui le pousse à agir sans délai. Le lendemain matin, Antoine se gare devant le restaurant, son costume frais contrastant avec ses traits tirés par une nuit blanche. Il pousse la porte, l'air chargé d'odeur de café frais, et balaye la salle du regard. Pas de Fatou en vue. Un serveur, jeune et méfiant, s'approche. « Monsieur, nous n'ouvrons qu'à midi. » Antoine se redresse, sa voix ferme mais craquelée. « Je cherche Fatou Ndiaye, c'est urgent. » Le serveur croise les bras, un rempart humain forgé par la loyauté. « Elle n'est pas de service, et même si, après hier soir, pourquoi reviendriez-vous » Antoine sent la pique, ses poings se serrant dans ses poches, un tic de frustration refoulé. « J'ai commis une erreur, dites-lui que c'est Antoine Duval, je dois m'excuser. » Bernard émerge alors du fond, ses pas mesurés comme un arbitre entrant en scène. « Monsieur Duval, » dit-il d'une voix neutre, ses mains jointes devant lui en un geste apaisant. « Fatou m'a raconté, elle est au centre aujourd'hui, mais elle n'acceptera pas facilement. » Antoine insiste, sa voix montant d'un cran. « Conduisez-moi à elle, je ne partirai pas sans réparer ça. » Bernard hésite, ses ongles grattant discrètement son poignet, signe de son propre remords latent. Puis hoche la tête. « Suivez-moi, mais préparez-vous. » Elle n'était pas du genre à pardonner sans condition. En route vers le centre, Antoine roule en silence derrière la voiture de Bernard, son esprit en ébullition. Chaque feu rouge amplifie son anxiété. Des flashs de la veille, le cri de Louis, le regard stoïque de Fatou. Arrivé sur place, il descend, ses jambes lourdes, et suit Bernard à l'intérieur. Fatou était là, entourée d'enfants, guidant un atelier avec une patience infinie. Elle le voit approcher, ses dreadlocks se balançant légèrement alors qu'elle se raidit. Antoine s'avance, la voix brisée. « Fatou, je suis venu pour admettre mon erreur. Mon préjugé m'a aveuglé. Laissez-moi m'excuser. » Bernard reste en retrait, un pont silencieux, observant la tension palpable se déployer. Fatou croise les bras, ses yeux perçants comme des lames, le début d'une confrontation qu'Antoine sait mériter. Fatou pousse la porte du centre, le bruit des rires d'enfants la frappant comme un bouclier contre la fatigue de la nuit précédente. Ses dreadlocks rebondissent légèrement sur ses épaules, alors qu'elle traverse la salle animée, ses pas rythmés par une détermination forgée dans l'adversité. « Allez, petit, touche ça doucement, » dit-elle d'une voix chaude à un garçon de 8 ans, accroupi devant elle, ses mains tremblantes explorant un cube sensoriel qu'elle a fabriqué elle-même, mousse douce d'un côté, perle rugueuse de l'autre. L'enfant, yeux fuyants, serre le cube contre sa poitrine, son corps se détendant comme une corde relâchée, une victoire silencieuse que Fatou savoure intérieurement, ses lèvres s'étirant en un sourire discret. Autour d'elle, le centre bourdonne d'activité. Des parents épuisés discutent en cercle. Des volontaires ajustent même des lumières tamisées pour éviter les surcharges. Fatou s'agenouille près d'une fillette qui se balance, ses doigts effleurant à peine le sol pour capter son attention sans envahir. « Regarde les bulles », murmure-t-elle, soufflant dans un tube pour créer une cascade irisée qui captive l'enfant, ses cris s'apaisant en un babillage joyeux. Fatou sent une chaleur monter dans sa poitrine, non pas de fierté, mais de nécessité brute. Ce travail est son ancre, un rempart contre les regards hostiles qu'elle affronte quotidiennement en France, ces murmures voilés qui la réduisent à sa peau noire, à son accent sénégalais. Elle pense à son frère, là-bas à Dakar, dont les crises l'ont formée. Des nuits à improviser des outils avec ce qu'elle avait sous la main, des tissus usés,
des sons étouffés. C'est pareil ici, se dit-elle, ses ongles grattant légèrement le tapis. Un tic pour chasser les souvenirs amers. Mais en France, le combat est double. Aider les enfants tout en naviguant les préjugés, comme avec Antoine la veille, ce rejet tranchant qui l'a piqué au vif. Elle ne s'effondre pas. Au contraire, elle canalise ça en action, organisant un atelier impromptu pour un nouveau venu, un adolescent mutique qu'elle guide vers un coin calme, posant des objets tactiles devant lui sans forcer le contact. « Prends ton temps », dit-elle, sa voix, un filet de patience infini, observant ses doigts hésitants explorer une balle anti-stress. Bernard arrive alors, sa silhouette imposante contrastant avec l'atmosphère douce du centre. Il observe Fatou de loin, ses mains jointes devant lui, un signe de respect naissant. Elle le remarque, se relève avec fluidité et s'approche. « Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Leclerc ?» demande-t-elle, ses yeux scrutateurs le transperçant. Bernard avale sa salive, sa cravate soudain trop serrée. « J'ai vu ce que vous avez fait hier, je veux apprendre, pour le restaurant. » Fatou hoche la tête, sans effusion, et le guide vers un groupe de parents. « Écoutez-les d'abord, » dit-elle, sa voix ferme comme un commandement. Bernard s'assoit, maladroit, mais attentif, sentant son monde s'élargir sous l'influence de cette femme qu'il a sous-estimée. Fatou retourne à son atelier, aidant une mère à comprendre les signes de surcharge chez son fils, ses explications précises comme des incisions chirurgicales. Intérieurement, elle bouillonne d'une force tranquille. Le rejet d'Antoine n'est d'aucun épisode de plus, mais il renforce sa mission. Elle n'attend pas d'excuses. Elle a agi, transformant la douleur en outil pour les autres. Quand Antoine apparaît à la porte, guidé par Bernard, elle se raidit imperceptiblement, ses dreadlocks se balançant comme un avertissement. « Vous ici ?» lance-t-elle, sa voix un défi voilé, prête à affronter cette intrusion dans son sanctuaire. « Admettre votre erreur, c'est facile à dire, monsieur Duval », lance Fatou d'une voix tranchante comme un scalpel, ses bras croisés formant une barrière invisible devant elle. Elle se tient droite au milieu de la salle du centre, entourée d'enfants qui jouent à l'âge calmement, mais ses yeux sombres percent Antoine comme des aiguilles, forçant le milliardaire à reculer d'un pas instinctif. Louis, à ses côtés, serre une balle sensorielle que Fatou lui a glissée discrètement, ses doigts explorant la surface bosselée avec une fascination naissante, un geste qui adoucit légèrement ses traits tendus. Antoine sent sa gorge se nouer, ses mains tremblant légèrement dans ses poches, un tic qui révèle sa vulnérabilité exposée. Je sais que mes mots étaient impardonnables, mon préjugé racial m'a aveuglé. J'ai vu comment vous avez aidé d'autres enfants ici. Laissez-moi réparer. » Fatou incline la tête, ses dreadlocks effleurant son épaule, un mouvement calculé pour gagner du temps. Elle sent la colère résiduelle pulser dans ses veines, mais elle la canalise en une résolution froide. Cet homme puissant doit apprendre, pas seulement s'excuser. « Réparer ? En venant ici avec votre chauffeur et votre costume ? Ce n'est pas suffisant. » Elle s'avance d'un pas, sa voix baissant en un murmure intense pour ne pas perturber les enfants autour. Bernard, en retrait, observe la scène, ses doigts pianotant nerveusement sur sa cuisse, un signe de son anxiété à voir ce pont fragile se former. Fatou continue, implacable. « Vous m'avez humilié devant tout le monde. Pire, vous avez laissé votre fils souffrir par orgueil. Si vous voulez la paix, acceptez mes conditions. » Antoine déglutit, ses yeux fuyant vers Louis, qui maintenant roule la balle entre ses paumes, son souffle se stabilisant sous l'effet hypnotique. « Quelles conditions ?» demande-t-il, sa voix craquelée, sentant le poids de sa culpabilité l'écraser comme une enclume. Fatou énumère d'un ton ferme, ses ongles s'enfonçant légèrement dans ses bras croisés. D'abord, suivez une formation ici sur la neurodiversité. Apprenez ce que c'est que de vivre avec l'autisme, pas juste en tant que père riche.
Ensuite, combattez vos préjugés. Joignez-vous à un atelier anti-racisme. Et enfin, utilisez votre influence pour rendre ce restaurant, et d'autres, plus accueillant pour les enfants comme Louis. Kits sensoriels, espace calme, personnel formé. Sinon, partez. Antoine sent un vertige l'envahir, ses épaules s'affaissant sous l'assaut verbal, mais une étincelle de respect naît en lui. Cette femme, qu'il a sous-estimée, tient maintenant les rênes. « D'accord », murmure-t-il, sa voix brisée, tendant une main hésitante. Fatou la serre brièvement, sa poigne ferme comme un pacte scellé, mais elle ne sourit pas. « Venez, asseyez-vous avec Louis », dit-elle, le guidant vers un coin tranquille. Tandis qu'il s'installe, Louis tend la balle à Fatou, un geste rare de confiance. Elle la prend, roulant doucement entre ses doigts, apaisant l'enfant d'un regard doux. Antoine observe, fasciné, sentant ses barrières intérieures craqueler. Soudain, le téléphone d'Antoine vibre dans sa poche. Il le sort machinalement, un email ancien s'ouvrant par erreur. Un message de sa défunte épouse, archivé dans un dossier oublié. « Attention à la trahison proche » lit-il à voix haute, ses yeux s'écarquillant. Fatou, penché pour ajuster la position de Louis, jette un œil à l'écran, son intuition aiguisée, forgée par des années, à décrypter les signes non-verbaux chez les enfants. La piquant. Ça ressemble à un avertissement. « Qui est au proche de vous ?» demande-t-elle, sa voix basse mais incisive, pointant du doigt une ligne ambiguë sur la loyauté familiale. Antoine sent un froid le traverser, ses doigts figés sur l'écran. Ce message ouvre une faille, un soupçon sur Henri, son gestionnaire fidèle, et une ombre sur la mort de sa femme. Fatou, avec son regard perçant, ajoute « Les signes sont là, comme chez les enfants en crise. Il faut creuser. » Le pacte se transforme en alliance inattendue, une porte vers l'inconnu. « Qui est ce Henri Beaumont ?» aboie Antoine en claquant la porte du bureau, ses pas résonnant comme des coups de marteau sur le parquet ancien de sa demeure parisienne. Fatou, debout près de la fenêtre, croise les bras, ses dreadlocks immobiles, dans l'air chargé de tension. « Votre gestionnaire, n'est-ce pas ? L'email de votre femme le mentionne comme « proche », mais avec une ombre. » Antoine sent un frisson le traverser, ses doigts pianotant nerveusement sur le bureau. Un tic qui accélère sous la pression. Henri apparaît alors dans l'encadrement, son corps voûté de 60 ans, costume usé mais impeccable, trahissant une loyauté feinte forgée par des décennies au service de la famille. « Vous m'avez appelé, monsieur ?» demande Henri d'une voix mielleuse, ses yeux gris fuyant vers le téléphone qu'Antoine serre encore. Il ajuste ses lunettes d'un geste précis, mais Fatou remarque le tremblement subtil de sa main, un signe de mensonge qu'elle a vu chez des enfants dissimulant une faute. « Oui, entrez !» ordonne Antoine, sa voix tranchante, pointant l'écran. « Ma femme a écrit sur une trahison proche. Vous étiez là, Henri, après son accident. Expliquez. » Henri s'avance, ses pas lents comme un piège se refermant, et s'assoit sans y être invité, ses doigts entrelacés sur ses genoux, un geste pour masquer sa crispation. Fatou observe, son intuition aiguisée par des années à décrypter les corps, en crise. Chez les autistes, un regard évité signale la surcharge. Chez cet homme, c'est la duplicité. « Vous semblez nerveux », lance-t-elle d'une voix calme, s'approchant sans bruit. Henri la toise, un rictus fugace déformant ses lèvres fines. « Et vous êtes une nouvelle employée ?» rétorque-t-il, son ton acide masquant une menace voilée, ignorant sa peau noire comme une barrière à exploiter. Fatou ne cille pas, ses ongles s'enfonçant légèrement dans ses paumes, un ancrage contre l'insulte. « Non, une alliée, et je vois les signes, vous cachez quelque chose. » Antoine, sentant la tension monter, se penche en avant. « Henri, les documents sur l'accident de ma femme, montrez-les-moi. » Henri pâlit imperceptiblement, ses doigts se crispant sur ses genoux,
et sort un dossier de sa mallette avec une lenteur calculée. Tout est là, monsieur. Un tragique accident de voiture. Mais Fatou s'avance, ses yeux scrutant les pages qu'il étale. Des rapports froissés, des lignes barrées, subtilement. « Attendez, dit-elle, pointant une incohérence, une date altérée, un témoin omis. Henri bondit presque, sa voix montant d'un ton. « Ne touchez pas à ça! Vous n'avez pas le droit! » Son corps se raidit, un mur de hostilité érigé, révélant une thune cachée. La manipulation des biens familiaux, un plan pour évincer Antoine en exploitant l'autisme de Louis comme preuve d'incapacité. « Vous mentez !» accuse Antoine, sa poitrine se soulevant en rafale, attrapant le dossier d'un geste vif. Henri recule, ses lunettes glissant sur son nez suant, et tente de reprendre les papiers. « C'est pour votre bien, monsieur. Votre femme, elle en savait trop sur les finances. » Fatou intervient, sa voix ferme comme un verrou. Comme un enfant qui cache un jouet cassé, vous fuyez le regard. J'ai vu ça 1000 fois. Henri la fusille des yeux, sa main tremblant vers sa poche. Un geste lénifiant qui alerte Antoine. « Sortez !» ordonne-t-il, mais Henri s'attarde, jetant un regard venimeux vers Louis, qui joue dans un coin, un avertissement muet. L'enfant est la clé de son complot. Fatou note tout, la sueur perlant sur sa tempe, le souffle court, signe d'un piège plus vaste, lié à la mort suspecte. Antoine sent la rage bouillir, ses poings se serrant. Henri s'éclipse, laissant une ombre de trahison planer, un ennemi révélé dans l'intimité familiale. Fatou touche l'épaule d'Antoine. Il faut creuser maintenant, avant qu'il ne frappe. Commencez par les dossiers de l'avocat, ordonne Fatou d'une voix incisive, claquant le dossier sur la table du bureau d'Antoine, ses dreadlocks se balançant comme un fouet. Antoine sent un sursaut, ses yeux fuyant vers l'écran, où l'email de sa femme pulse encore, un fantôme numérique. Vous hésitez? Votre préjugé vous retient toujours? Le défie-t-elle, ses ongles tapotant rythmiquement le bois, un rythme pour forcer l'action. Bernard, assis en retrait, hoche la tête, ses mains jointes serrées pour contenir son impatience naissante. Antoine se lève d'un bond, sa poitrine se gonflant d'une rage contenue. « Allons-y, mais c'est mon passé, pas un jeu. » Il file son vers le cabinet d'avocat, au cœur de Paris. La voiture d'Antoine slalomant dans la circulation, ses doigts sont crispés sur le volant. Fatou, à l'arrière, dicte les étapes. Vérifiez les timestamps des emails, les incohérences trahissent les mensonges. Antoine jette un regard dans le rétroviseur, sentant une pointe de ressentiment. Cette femme, qu'il a, autrefois, repoussée, mène maintenant la charge, exposant ses faiblesses. Bernard, à ses côtés, murmure. « Elle a raison. J'ai vu des signes au restaurant. Henri évitait toujours les questions sur votre femme. » Antoine serre les dents, un tic qui révèle son combat intérieur. Admettre que Fatou, avec son intuition aiguisée, perçoit où son argent a échoué. À l'intérieur du cabinet, l'avocat, un homme grisonnant aux lunettes perchées, étale les rapports d'accident sous ses yeux. Fatou s'avance la première, ses doigts effleurant les pages jaunies, repérant une altération. Regardez la signature d'Henri sur ce témoignage. L'encre diffère, plus récente. Antoine sent un froid l'envahir, ses poings se serrant. C'est réel, pas une ombre. « Phonons les témoins », propose Bernard, sa voix ferme pour la première fois, attrapant son téléphone d'un geste décidé. Fatou approuve, ses yeux scrutateurs sur Antoine. « Vous devez affronter ça. Votre orgueil racial m'a bloqué avant. Ne le laissez pas vous bloquer maintenant. » Le premier témoin, une ancienne infirmière, répond au appel, sa voix chevrotante au haut-parleur. « Henri m'a payé pour taire les détails. L'accident, ce n'était pas un frein défaillant. Une voiture a forcé la route. » Fatou note frénétiquement, ses dreadlocks tombant sur le papier comme un voile protecteur. Antoine pâlit, ses épaules s'affaissant sous le poids.
Henri, son pilier familial, un serpent dans le nid. Continuez, presse Fatou, sa voix un fouet motivant, forçant Antoine à composer le numéro suivant. Un mécanicien confirme, Henri a inspecté la voiture, avant, des traces de sabotage. Bernard capture l'enregistrement, ses doigts tremblant légèrement, un signe de son immersion dans le tourbillon. Antoine sent une fissure se creuser en lui. Fatou mène, anticipant chaque mensonge avec une précision chirurgicale, issue de ses années à décoder les crises silencieuses. Pourquoi elle, se demande-t-il, un résidu de préjugés le piquant, mais il le repousse, attrapant un email imprimé. Voici la preuve. Henri a transféré des fonds juste après. Fatou hoche la tête, ses lèvres se pinçant en une ligne résolue. C'est un meurtre pour l'héritage. Il utilise Louis pour vous discréditer, prouvant votre incapacité. Bernard intervient. J'ai vu Henri au restaurant parfois, évitant les familles comme la vôtre. Ça colle. Antoine bondit, sa voix tonnant. On le confronte, mais Fatou le retient d'une main ferme. Passant plus de preuves, créons les finances. Il plonge donc dans les relevés bancaires, Fatou repérant des virements suspects vers des comptes offshore. Antoine, transpirant, admet enfin. Vous aviez raison depuis le début. Mon aveuglement, c'était moi le faible. Fatou ne jubile pas. Elle pousse plus loin, sa détermination un feu qui consume les doutes, transformant l'enquête en une lame affûtée contre Henri. « Regardez ça !» siffle Fatou, en arrachant le relevé bancaire des mains d'Antoine, ses dreadlocks fouettant l'air comme un avertissement. Elle pointe une ligne en rouge, un virement massif vers un compte suisse daté du jour suivant l'accident de la femme d'Antoine. Antoine sent son estomac se nouer, ses poings se crispant sur le bord de la table, un geste qui fait craquer le bois sous la pression. Bernard, penché sur l'écran adjacent, zoome sur un email intercepté. Henri a un intermédiaire. La voie est libre maintenant. Procédez au transfert. Fatou se redresse, ses yeux flamboyants transperçant Antoine. C'est clair, il a orchestré l'accident. Pas un frein défaillant, mais un sabotage payé, pour éliminer votre femme et s'emparer des fonds familiaux. Antoine recule comme giflé, ses jambes flageolant, et s'appuie contre le mur, ses ongles s'enfonçant dans la peinture écaillée. Henri, mon propre gestionnaire? Pourquoi? Murmure-t-il, sa voix un râle étouffé, sentant le sol se dérober sous ses certitudes. Fatou s'avance, implacable, sa main effleurant le dossier pour souligner une clause testamentaire. Regardez, si vous êtes jugé inapte à cause de Louis, de son autisme, les actifs passent sous contrôle de Henri, en tant que fiduciaire familial. Il utilise votre fils comme levier, le dépeignant comme une charge insurmontable pour vous discréditer aux yeux des actionnaires. Bernard intervient, sa voix grave. J'ai vérifié les logs. Henri a consulté des experts en psychiatrie, des rapports falsifiés sur Louis pour appuyer une pétition d'incapacité. Le choc frappe Antoine comme un uppercut, ses épaules se voûtant, un tic nerveux agitant sa paupière. Ma femme, assassinée pour de l'argent? Fatou hoche la tête, ses lèvres se pinçant en une ligne dure et révèle enfin son propre secret, sa voix baissant en un murmure chargé. Mon frère au Sénégal, il est autiste comme Louis. Ma famille l'a caché pour éviter la honte, mais j'ai appris à voir les manipulations. Henri fait pareil. Il exploite la vulnérabilité pour gagner du pouvoir. C'est pourquoi j'ai insisté au restaurant. Je voyais en Louis mon frère, piégé par l'ignorance des autres. Antoine sent une lame le transpercer, ses yeux s'embuant. Ce lien personnel brise les derniers vestiges de son préjugé, transformant Fatou en miroir de sa propre douleur. Vous avez vécu ça, et je vous ai repoussé, bredouille-t-il, sa main tendue vers elle en un geste de reddition. Fatou accepte la main, sa poigne ferme comme un serment, mais elle ne relâche pas la tension. Oui, et ça m'a rendue plus forte. Henri n'est pas qu'un traître, c'est un calculateur. Voyez,
Ses emails montrent Mas qu'il a engagé un chauffeur pour l'accident, payé en crypto-monnaie pour effacer les traces. Bernard ajoute, ses doigts d'or volant sur le clavier. Et ici, un mémo interne. Il prépare une assemblée pour vous évincer, en utilisant des rapports médicaux truqués sur Louis. Antoine sent la fureur monter, ses veines saillantes sur son front. Le puzzle se complète, révélant un complot tissé dans l'ombre de sa propre maison. « Il paiera !» gronde-t-il, sa voix un tonnerre naissant, attrapant son téléphone pour composer un numéro d'urgence. Fatou le stoppe d'une main levée. « Pas encore. Nous avons la vérité, mais il faut la confronter à des preuves irréfutables. Votre femme méritait ça, et Louis aussi. » Le trio se resserre, une alliance forgée dans le feu de la révélation. Antoine enfin libéré de ses chaînes intérieures, prêt à frapper. Fatou sent une connexion profonde s'établir, son passé alimentant leur assaut, transformant la trahison en arme. « Henri, ouvrez cette porte !» rugit Antoine, en martelant le bois massif de son poing, ses jointures rougissant sous l'impact. Derrière la vitre opaque du bureau de la demeure, Henri se tient immobile, ses yeux gris luisant d'une malice froide, sa main tournant la clé avec un clic définitif. « Vous ne comprenez pas, monsieur » ricane-t-il, sa voix sifflante comme un serpent, pressant un bouton caché sous le bureau. Les volettes métalliques descendent en grinçant, scellant la pièce comme un tombeau. Antoine sent l'air se raréfier, ses poumons se contractant, un tic nerveux, agitant sa mâchoire. Il recule d'un pas, réalisant le piège. Henri n'est plus le serviteur fidèle, mais un prédateur acculé. Fatou, caché dans le couloir adjacent, entend le verrou claquer. Ses dreadlocks se hérissent, presque sous l'adrénaline, ses doigts se crispant sur le téléphone qu'elle serre. « Il le piège !» murmure-t-elle à Bernard au bout du fil, sa voix un fil tendu. Henri, de l'autre côté, s'avance vers la vitre, ses lèvres se tordant en un sourire carnassier. « Votre femme a découvert mes transferts. Elle devait partir. Et maintenant, vous, avec votre fils défectueux, vous êtes une cible facile. » Il brandit un dossier falsifié, pages agitées comme des armes. Des rapports médicaux truqués sur Louis. Preuve de votre incompétence. Je les enverrai aux actionnaires si vous ne reculez pas. Antoine charge contre la porte, son épaule cognant avec un bruit sourd, la douleur irradiant comme un feu. « Ouvrez, traître !» Henri rit, un son guttural qui glace le sang, et active un autre mécanisme, une alarme silencieuse qui verrouille les issues extérieures. Vous êtes enfermé avec moi, et si je révèle que Louis est un danger, que vous l'avez négligé, adieu votre empire. Antoine sent la panique monter, ses mains tâtonnant la poignée, mais Henri s'approche, sortant un objet pointu de sa poche, un coupe-papier affûté, qu'il brandit comme une dague. « Reculez, ou je fabrique une scène, vous m'attaquez, je me défends. » Antoine bondit en arrière, son dos heurtant le mur, le souffle court. Il attrape un vase, le brisant d'un geste vif pour en faire une arme improvisée, verre scintillant sous la lumière tamisée. Fatou surgit alors, forçant une fenêtre latérale d'un coup d'épaule précis, forgé par des années de survie au Sénégal. « Antoine, par ici !» crie-t-elle, sa voix un ancre dans le chaos. Henri pivote, ses yeux s'écarquillant de rage. « Vous, la serveuse intrusive !» Il charge vers elle, le coupe-papier levé, mais Fatou esquive d'un mouvement fluide, attrapant son bras et le tordant avec une force inattendue. « Lâchez ça !» gronde-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans sa chair, le désarmant d'une torsion experte. Antoine profite de l'ouverture, sautant par la fenêtre brisée, atterrissant dans le jardin obscur, ses genoux fléchissant sur l'herbe humide. Henri, libéré, bondit à sa suite, déclenchant une poursuite effrénée, branche claquant, pas martelant la terre, son souffle rauque comme un chien enragé. Fatou suit, ses jambes le pompant avec une endurance née de la nécessité. Elle rattrape Antoine,
le tirant derrière un buisson. « Restez bas !» ordonne-t-elle, sa main sur son épaule. Un contact qui le fige, rappelant son rejet initial au restaurant. Henri rôde près, fouillant l'ombre. « Je vous trouverai, et votre aide noire ne vous sauvera pas. » Antoine sent une vague de honte le submerger, ses yeux croisant ceux de Fatou dans l'obscurité. Elle le sauve, lui qui l'a méprisé pour sa peau. « Merci », murmure-t-il, sa voix brisée, admettant enfin. « Sans vous, j'étais aveugle. » Fatou hoche la tête, sa poigne se resserrant. « Affrontez-le maintenant, ensemble. » Henri surgit, mais ils bondissent, le plaquant au sol d'un assaut coordonné. Fatou immobilisant ses bras, Antoine pressant son genou sur son dos. Le danger pulse encore, mais l'alliance scelle une vérité. Le sauvetage force Antoine à briser son préjugé, transformant la poursuite en catharsis. « Relâchez-le !» ordonne Fatou en tordant le bras d'Henri plus fort, ses muscles bandés comme des câbles sous sa peau, forçant le traître à genoux sur l'herbe humide du jardin. Henri geint, son coupe-papier tombant dans la boue avec un bruit sourd, ses lunettes de travers révélant des yeux injectés de peur. Antoine, haletant, bondit pour l'immobiliser complètement, pressant son genou dans le dos de l'homme, ses mains tremblant de rage contenue. « Où était la preuve ? Parlez !» gronde-t-il, sa voix un tonnerre qui ébranle la nuit. Fatou, rapide comme un éclair, fouille les poches d'Henri, extrayant un trousseau de clés. Ses doigts, agiles, entraînés par des années, à manipuler des objets sensoriels délicats, repérant une clé USB cachée. « Ça sent le mensonge », murmure-t-elle, ses yeux scrutant le visage crispé d'Henri, notant les pupilles dilatées, le souffle irrégulier, signe de duplicité qu'elle a appris à décoder chez les enfants en crise autistique. Henri crache, sa voix rauque. « Vous ne trouverez rien, relâchez-moi, ou j'appelle la police. » Mais Fatou ignore la menace, sa poigne se resserrant comme un étau. Elle traîne Henri vers la maison, Antoine le poussant d'un coup d'épaule. « Au bureau !» commande-t-elle, sa voix un fil d'acier, guidant le groupe à travers la porte fracturée. Dedans, l'air était lourd de sueur et de trahison. Fatou scanne la pièce, son intuition affûtée, repérant une anomalie, un tableau légèrement de travers sur le mur. « Là !» dit-elle pointant du doigt, ses dreadlocks balayant son épaule en un mouvement décisif. Antoine arrache le cadre, révélant un coffre-fort encastré, ses doigts composant frénétiquement un code deviné des emails. Anniversaire de sa femme. Le coffre s'ouvre avec un clic, déversant des documents. Contrat falsifié, relevé de paiement à un tueur à gages. Mais Fatou plonge plus profond, ses mains fouillant avec précision, extrayant une petite boîte noire, un enregistreur vocal dissimulé. « Écoutez !» ordonne-t-elle, activant l'appareil d'un geste sec. La voix d'Henri émane, froide et calculatrice. « Assurez-vous que l'accident semble naturel. Payez le chauffeur. Une fois qu'elle est c'est parti, les fonds sont à moi. » Antoine sent un vertige le submerger, ses genoux fléchissant. Il s'appuie sur le bureau, ses ongles rayant le bois, un geste de désespoir pur. « Vous l'avez tué !» balbutie-t-il, sa voix brisée en éclats, les larmes coulant enfin, lavant les vestiges de son arrogance. Fatou pose une main sur son épaule, sa poigne chaude contrastant avec le froid qui l'envahit. C'est la preuve ultime. Il a engagé l'assassin pour l'héritage et a utilisé Louis pour vous briser. Antoine relève la tête, ses yeux croisant les siens, un regard chargé de reconnaissance brute. Fatou, sans votre monde d'observation, vos compétences, je serais perdu. Mon racisme au restaurant, c'était une barrière que vous avez franchie malgré tout. Il serre sa main, ses doigts entrelacés aux siens, un geste intime qui scelle une dette éternelle. Fatou sent une chaleur monter, mais elle reste ferme, ses lèvres se pinçant. C'est pour Louis, et pour toutes les fois où on m'a repoussé à cause de ma peau.
Utilisez ça pour changer. Henri, attaché à une chaise avec une ceinture improvisée, ricane faiblement. Trop tard, les actionnaires savent donc déjà. Mais Antoine, revigoré, attrape l'enregistreur. Pas avec ça. Fatou hoche la tête, sa détermination un bouclier. Ensemble, ils composent le numéro de la police, l'enregistrement jouant en boucle comme un verdict implacable. Le danger s'estompe, remplacé par une catharsis. Antoine admet pleinement son erreur passée, liant ce moment à la persistance de Fatou au restaurant, transformant la trahison en renaissance. Bernard arrive en renfort, alerté par appel, scellant leur triomphe naissant. « Écoutez ça !» tonne Antoine en activant l'enregistreur d'un geste sec, sa voix résonnant dans la salle de réunion de la demeure comme un verdict implacable. La pièce, bondée d'actionnaires, d'avocats et d'Oinri assis au bout de la table, se fige. Les mains d'Antoine tremblent légèrement, mais ses yeux brûlent d'une fureur libérée. L'enregistrement crachote, la voix d'Henri, froide et précise, ordonnant le sabotage de la voiture de sa femme. « Assurez-vous qu'elle ne survive pas. Les fonds seront à moi. » Les actionnaires de murmurent, leurs stylos suspendus, des regards accusateurs fusillant Henri, dont le visage blêmi, ses doigts se crispant sur l'accoudoir. Un geste désespéré pour ancrer son mensonge effondré. Fatou s'avance, sa silhouette imposante comme un rempart, et pointe Henri du doigt. « Vous avez tué pour l'héritage, et utilisé Louis pour briser Antoine. Rapport falsifié, virement caché. » Sa voix claque, forgée dans le feu de ses propres batailles, ses dreadlocks immobiles comme des sentinelles. Henri bondit de sa chaise, sa cravate se desserrant sous la panique. « Mensonge, c'est monté !» Mais Antoine le coupe, sa main claquant le dossier sur la table, papier volant comme des confettis accusateurs. « Voici les preuves. Email, paiement, votre voix. Vous avez saboté les freins, engagé l'assassin. » Les avocats se redressent, l'un d'eux attrapant son téléphone pour alerter la police, ses doigts d'envolant sur l'écran. Henri recule, trébuchant contre le mur, sa sueur perlant comme des aveux liquides. Il tente une dernière charge. Antoine est inapte, son fils autiste le prouve. Regardez les rapports. Mais Fatou riposte, sa voix un fouet. Falsifié par vous. J'ai vu les signes, comme chez les enfants que j'aide. Vous mentez, votre corps le trahit. Elle active un projecteur improvisé, affichant les incohérences. Dates altérées, signatures contrefaites. Les actionnaires explosent en question, leur voix un chœur de condamnation, forçant Henri à s'effondrer sur sa chaise, ses épaules voûtées, un rictus brisé sur les lèvres. Antoine sent une vague le submerger, non de vengeance, mais de libération. Il croise le regard de Fatou, hochant la tête en un merci silencieux, reconnaissant comment son intuition a démantelé l'empire de mensonges. La police surgit, menottes ne cliquetant, empoignant Henri qui gémit. C'était pour la famille. Mais Fatou le fixe, implacable. Non, pour votre avidité. Les officiers l'emmènent, ses pas traînant sur le sol, un écho de défaite. Les actionnaires applaudissent faiblement, mais Antoine les arrête d'un geste. C'est fini, grâce à elle. Il serre la main de Fatou, ses doigts entrelacés en un pacte scellé, admettant intérieurement, son préjugé racial, autrefois un mur, s'est effondré sous son courage. Bernard, en retrait, sourit pour la première fois, son rôle de témoin, cimentant l'alliance. La salle se vide, laissant un silence victorieux. Henri vaincu, la vérité comme une lame fatale. Fatou expire, sa détermination intacte, prête pour la suite. « Menottes au poignet !» ordonne l'inspecteur en claquant les bracelets sur les avant-bras d'Henri, le métal froid mordant sa peau pâle comme une sentence immédiate. Henri chancelle, ses yeux gris vitreux, sa bouche tordue en un rictus vaincu. Il tente un dernier murmure. C'était pour l'équilibre familial. Mais l'inspecteur le pousse vers la sortie,
ses pas traînant sur le marbre du hall, un écho de défaite qui résonne dans la demeure, autrefois imprenable. Antoine observe, debout comme une statue, ses poings serrés relâchant enfin leur étau, une bouffée d'air libérant sa poitrine oppressée. Fatou, à ses côtés, croise les bras, ses dreadlocks immobiles, son regard perçant fixant Henri comme un clou enfonçant le cercueil de ses mensonges. Les avocats s'activent autour de la table, papier volant en rafale. Les actifs sont restaurés, déclare l'un d'eux, sa voix tranchante comme une lame, signant les transferts qui effacent les virements frauduleux d'Henri. Antoine sent un poids s'envoler, ses épaules se redressant. Les fonds familiaux reviennent sous son contrôle. Les comptes offshore gelés par une ordonnance judiciaire expéditive. Plus de manipulation, murmure-t-il, ses doigts effleurant un document clé, le testament original de sa femme, intact, rétablissant l'héritage pour Louis sans clauses empoisonnées. Bernard, en retrait, note les détails, ses mains tremblant légèrement sur son bloc-notes. Il signe comme témoin, scellant la fin des nausées financiers tordus par Henri. Henri, traîné vers la voiture de police, jette un regard venimeux par-dessus son épaule. « Vous regretterez. » Mais Fatou s'avance, sa voix un fouet. « Non, c'est vous qui payez. Pour le meurtre, les faux, l'exploitation d'un enfant. » L'inspecteur hoche la tête, confirmant les charges. Homicide volontaire, fraude, abus de confiance, une cascade d'accusations qui le condamnent à des années de prison. Ses appels déjà voués à l'échec face aux preuves accablantes. Antoine sent une catharsis l'envahir, ses yeux s'embuant. Justice pour sa femme, pour Louis, pour les nuits hantées par le doute. C'est fini, souffle-t-il, sa main serrant celle de Fatou, en un geste spontané, reconnaissant son rôle pivot. Sans elle, les fils du complot restaient invisibles. Les nœuds se dénouent un à un. Les rapports médicaux truqués sur Louis sont invalidés par un expert indépendant, confirmant l'aptitude d'Antoine comme père et dirigeant. Les actionnaires, informés par email sécurisé, votent la confiance renouvelée, leurs signatures électroniques affluant comme un torrent libérateur. Bernard, maintenant allié fidèle, propose des changements au restaurant, des protocoles pour les familles neurodiverses, en votre honneur. Antoine acquiesce, son tic nerveux, poing crispé, s'apaisant enfin. Fatou expire lentement, sentant une victoire partagée. Justice n'est pas vengeance, mais équilibre restauré. Henri, emmené dans la nuit, disparaît dans les gyrophares Fumbi-Psuar bleus, son empire de duplicité effondré. La demeure respire à nouveau, les ombres dissipées, laissant place à une aube de réparation. Voici le chèque, déclare Antoine, en tendant l'enveloppe à Fatou, ses doigts tonnent fermes, mais tremblant légèrement, un geste qui scelle son engagement. La salle de conférence de son entreprise bourdonne d'activités, des architectes et philanthropes penchés sur des plans étalés, comme des promesses vivantes. Fatou ouvre l'enveloppe, ses yeux s'écarquillant devant le montant. Des millions pour fonder un fonds pour les enfants autistes en France. C'est pour réparer, murmure Antoine, sa voix rauque, ses épaules se redressant comme libérées d'un fardeau ancien. Mon rejet au restaurant, mon racisme, ça a failli tout détruire. Maintenant, on construit. Fatou hoche la tête, ses dreadlocks balayant son épaule en un mouvement résolu. Elle serre l'enveloppe contre sa poitrine, sentant une chaleur monter, non de gratitude forcée, mais d'une alliance naissante. On le fait ensemble, répond-elle, sa voix un ancre ferme, pointant les plans. Un centre de formation, à Paris, avec salle sensorielle adaptée, atelier anti-préjugés raciaux intégrés. Antoine signe les contrats d'un trait vif, ses ongles rayant le papier. Il intègre Fatou comme codirectrice, son expertise en neurodiversité au cœur du projet. Pour Louis et pour votre frère, dit-il, ses yeux croisant les siens,
admettant la profondeur de son erreur passée, ce refus initial qui l'a aveuglé, maintenant transformé en force motrice. Bernard, présent comme consultant, ajuste sa cravate d'un geste précis. Au restaurant, on change tout. Espace de calme, kit sensoriel dans chaque coin. Plus de famille se repousser. Antoine approuve, sa main claquant sur l'épaule de Bernard en un pacte viril. Il ordonne des réformes corporate, politique d'embauche inclusive, formations obligatoires contre le racisme, priorisant la diversité neuro et culturelle. Les employés, assemblés virtuellement, applaudissent, leurs écrans clignotant comme des étoiles naissantes. Antoine sent une vague d'espoir l'envahir, ses poumons se gonflant d'un air neuf, rédemption non en mots, mais en actes concrets. Fatou s'avance vers une maquette du centre, ses doigts traçant les contours. Ici, des programmes pour immigrants comme moi, aidant les familles neurodiverses face aux préjugés. Antoine écoute, fasciné. Son tic, point, crispé, disparu. Il alloue des fonds supplémentaires pour des partenariats au Sénégal, reliant le passé de Fatou à ce futur. C'est ma dette, avoue-t-il, sa voix brisée par l'humilité, reconnaissant comment son arrogance initiale a failli tout briser, maintenant canalisé en un legs durable. Bernard note les détails, son stylo volant. On forme le personnel dès demain. Le groupe se resserre autour de la table, plans se déployant comme des ailes. Antoine sent une transformation profonde. Son empire, autrefois froid, pulse maintenant d'humanité. Fatou sourit enfin, subtilement, sa poigne serrant celle d'Antoine. L'espoir naît de l'action, pas des excuses. Ensemble, ils lancent le fond publiquement, médias affluents, flash crépitant. Antoine annonce les changements, sa voix ferme comme un serment. Le passé, rejet, trahison, s'efface, remplacé par un horizon où la diversité triomphe. Un choc-loi à grande échelle qui guérit les blessures invisibles. Antoine pousse la porte du restaurant rénové, le tintement doux des verres de l'accueillant comme un pardon muet. Louis, à ses côtés, serre une balle sensorielle, ses pas assurés pour la première fois, son regard croisant brièvement celui de son père. Un progrès forgé par des mois de thérapie au nouveau centre. Fatou les guide vers une table isolée, espace calme avec lumière tamisée et kits tactiles prêts. Ses dreadlocks noués en un chignon élégant, elle pose les menus d'un geste fluide, sa voix chaude. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Bernard, derrière le bar, ajuste une pancarte, inclusif pour tous. Ses mains stables maintenant, un sourire creusant ses rides, signe de sa transformation en défenseur acharné. Ils s'assoient, formant un cercle intime, Antoine face à Fatou, Louis jouant calmement, Bernard rejoignant avec un plateau de plats adaptés. À nous, toast Antoine, levant son verre, ses doigts entrelacés à ceux de Fatou, en un geste naturel. Plus de barrière, seulement une connexion scellée par le feu passé. Louis touche la main de Fatou, un rare contact volontaire, ses yeux pétillants. Elle lui tend un napkin texturé, observant son exploration paisible. Il progresse, murmure Antoine, sa voix chargée d'humilité, sentant une joie pure l'envahir. Son fils, autrefois piégé dans le chaos, émerge grâce à ce réseau d'espoir qu'ils ont bâti. Fatou envoie un virement rapide sur son téléphone. Fonds pour son frère au Sénégal, un pont entre continents, sa poitrine se gonflant d'une fierté discrète. « Mon voyage continue », dit-elle, ses lèvres s'étirant en un sourire vrai, reliant ce moment à sa persistance initiale au restaurant, cette nuit où elle a défié le rejet pour aider Louis. Bernard intervient, sa voix grave. « J'ai formé tout le personnel, plus de jugement, seulement accueil. » Antoine hoche la tête, ses épaules relâchées. Il annonce un partenariat global. Centres anti-préjugés dans ses entreprises. Fusion de neurodiversité et lutte raciale.
un legs qui efface son arrogance d'antan. Le repas se déroule en rires étouffés, vers tintants comme des promesses tenues. Louis mange sélectivement, mais sans crise. Un miracle quotidien. Antoine sent une leçon profonde l'ancrer. La vraie force réside dans l'empathie, pas le pouvoir. Surmonter les préjugés raciaux et sociaux forge des liens indestructibles. « Merci, Fatou », dit-il, ses yeux brillants, admettant. « Votre ténacité m'a sauvé de moi-même. » Elle répond, sa main sur la sienne. « Et la vôtre nous a tous élevés. La justice naît de l'action partagée. » Bernard ajoute « J'étais spectateur, maintenant je mène. » Louis, sentant l'harmonie, tend un dessin improvisé, une famille unie, couleurs vives comme leur avenir. Dehors, Paris scintille, un horizon ouvert. Antoine embrasse le groupe d'un regard, sentant une famille naître des cendres, plus forte, inclusive. La leçon pulse, l'empathie triomphe des ombres, transformant les blessures en ponts, les rejets en alliances éternelles. Fatou expire, paix intérieure. Son chemin, de serveuse méprisée à pilier, illumine tout. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Antoine, de Fatou et de Louis nous rappelle que la véritable force réside dans l'empathie et le courage de surmonter nos préjugés, transformant les épreuves en opportunités de croissance. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou sur nos réseaux. Votre expérience pourrait inspirer d'autres. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous touche profondément. À bientôt pour une nouvelle histoire émouvante. Prenez soin de vous.